On va parler de ce qui s'est passé cette nuit. La Russie a été visée par 337 drones ukrainiens. Moscou a principalement été visé. Que faut-il en retenir, Vincent Herouet ? En général, quand l'activité s'intensifie sur le front, c'est ce qui se passe aussi dans la région de Koursk, ça veut dire que les palabres ou les préliminaires des négociations sont engagés. Et c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui en Arabie Saoudite, où les responsables ukrainiens rencontrent les responsables américains. C'est la première fois qu'ils sont en face à face pour discuter, essayer de définir un cadre à des négociations de paix et un cessez-le-feu. Donc c'est normal que sur le front, eh bien chacun cherche à prendre l'avantage pour être en position de force. Et les Ukrainiens sont dans une grande position de faiblesse, puisque les Américains ont suspendu leurs renseignements, leur aide militaire, et donc montrer qu'ils ont encore une capacité de nuisance, c'est le minimum. En marge de ce que vous dites, Bernard-Henri Lévy, ce matin, a publié dans Le Point pourquoi la Russie de Poutine est bien une menace existentielle pour l'Europe et la France. Ah, s'il le dit. C'est un débat qui nous a agités. Je lis les premières lignes. C'est étrange qu'un abandon de l'Ukraine et une victoire finale de la Russie impliquent une menace existentielle pour l'Europe. La plupart des chefs d'État et de gouvernement l'ont dit. Mais est-ce notre inguérissable esprit Maginot, notre culture tragiquement munichoise, le Macron-bashing qui rendrait à force aveugles et sourds, le poids plus lourd qu'ailleurs des deux factions extrême droite et extrême gauche du parti de Moscou à Paris? Nous sommes le seul pays où fasse furieusement ce débat qui va de soi en Pologne, en Allemagne, chez les Baltes, les Britanniques. Ailleurs, nous sommes les seuls où on entend soir et matin, on nous bourre le mou, on attise les peurs, on nous manipule. Non, mais qu'il aille faire un tour en Italie, pas simplement en Hongrie, un peu partout en Europe. Il parle de la Pologne, évidemment, il parle de la Grande-Bretagne, évidemment. Il y a des raisons. Donc le même débat existe. Mais s'il parle de bashing systématique, c'est le bashing systématique de Bernard-Henri Lévy contre l'esprit français, l'idéologie française. Ça fait 35 ans qu'il nous explique que la France est profondément en ses tripes, en sa nature même, collabo, soumise et c'est extraordinaire, cette haine de soi toujours à l'œuvre. Est-ce que juste ajouter une chose? Je termine juste parce qu'il essaye de donner des arguments, et puis Bernard-Henri Lévy, on l'a souvent reçu ici. Et il y a des arguments. Il n'est pas là pour répondre. Il n'est pas là pour répondre. Ceux, le président Macron en tête, qui évoque la menace existentielle qui est pour nous la Russie, ne font que prendre acte de ce que dit Poutine lui-même, sa détestation de l'Europe, sa volonté maintes fois déclarée de faire de sa partie centrale et orientale au mieux une zone d'influence, au pire un glacis sous contrôle. Cette façon, quand il exige la neutralisation de l'Ukraine, de nous dire ce n'est pas à vous mais à moi, Poutine, de décréter qui peuvent être vos alliés, qui ne doit surtout pas l'être, et quelles sont les limites de cet exercice de souveraineté qui est la conclusion par une nation de ses alliances. Voilà ce qu'il dit dans un papier du Point. Juste sur la menace existentielle. Joseph Massé-Scarron. Cette menace existentielle, elle existe depuis un bon moment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on mette en exergue cette menace existentielle? C'est le lâchage, d'ailleurs, comme là Vincent l'a souligné, c'est le lâchage de Donald Trump. Mais cette menace existentielle, la menace existentielle qui concerne vraiment nos concitoyens, pour moi, elle est lorsque, la Russie, via l'Azerbaïdjan, déstabilise la Nouvelle-Calédonie, déstabilise Mayotte. Là, il y a une mesure existentielle. Il y a une mesure qui concerne directement les citoyens français. Et ça n'intéresse personne. Charlotte Dornelas. Non, oui, les menaces existentielles, il y en a plusieurs, et quand vous les nommez, en général, vous vous faites accuser par les mêmes qui aujourd'hui nous expliquent que la seule menace existentielle qui tienne, et Bernard-Henri Lévy en fait partie. C'est vrai, l'accusation est facile sur les autres sujets dans sa bouche et depuis longtemps. Simplement, on peut, au moment d'une guerre et de décisions qui sont prises, j'ose espérer qu'on peut encore les discuter, qu'on peut encore interroger quel est le but de la guerre, quel est notre rôle exact dans la guerre. Si déjà poser des questions, c'est trahir, je ne sais pas très bien au nom de quoi ces personnes nous parlent. Au nom de quelle valeur ils participent au débat public. Olivier Delaguerre. Ça m'amuse toujours beaucoup. Il y a des modes, des tics de langage comme ça, et dernièrement, c'est l'expression menace existentielle. Pardon, je pense que la France est menacée par la Russie, et depuis longtemps, mais c'est pas une menace existentielle. Qu'on me dise que la Moldavie, dont on parlera peut-être tout à l'heure, là il y a une menace existentielle, parce qu'elle est directement aux frontières de l'Ukraine. Là c'est vrai que les États baltes sont véritablement menacés dans leur existence propre par la Russie, c'est vrai. Honnêtement, aujourd'hui, dire que les chars russes sont aux portes de la France, c'est quand même exagéré. D'autant que on a quand même
l'arme nucléaire. Quoi. Donc, il faut toujours un peu de nuance quand même dans ce type de... Bernard-Henri Lévy, qu'on a beaucoup reçu et qui nous écoute peut-être d'ailleurs, et qui a peut-être envie de réagir, pourquoi pas, demain sur ce plateau. Les autruches objectent que la France n'a qu'un ennemi et que c'est l'islamisme radical. Les disent pas tout à fait ça. Elles disent que il y a une hiérarchie, sans doute, dans les adversaires. Mais on dit que c'est pas les mêmes menaces. Mais je vais vous faire écouter Jacques Attali. La Russie, c'est pas la même menace. Je vais vous faire écouter Jacques Attali. Ah oui, 2015. C'était pas prévu, 2015. pour tout vous dire, de l'écouter à ce moment de l'émission, mais Jacques Attali dit exactement ce que François Fillon dit. En 2015. Exactement en 2015. C'est collector. Quand j'ai vu cette hier interview, j'ai pensé que c'était un deepfake. Ouais. C'est ça qu'on appelle ça, un deepfake, que c'était pas lui qui parlait. Pas du tout. Vous dire. Et j'ai demandé qu'on vérifie. Bien évidemment. Et on a vérifié, on est allé sur le site de TV5 Monde, etc. Absolument. Donc vous avez Jacques Attali qui explique que la seule menace, c'est l'islam radical et que l'Ukraine, la Russie, mais on s'en fiche, c'est leur affaire. On est en 2015. Ce moment est formidable. Moment est magnifique. Jacques Attali, écoutez en 2015. Extraordinaire. Est-ce qu'il faut armer les Ukrainiens ? Les aider à se battre tout seuls, au moins ? Je pense pas que ce soit une bonne solution. D'abord parce que on sait pas où iront ces armes à la fin. Ensuite, comment peut-on reprocher aux Russes de les aider, d'aider les autres si c'est la... Mais alors on fait quoi ? Vous dites les sanctions économiques, on n'ira pas faire la guerre. Les sanctions économiques, c'est pas très efficace. Armer les Ukrainiens. Quel est le meilleur positionnement ? Il faut avoir une hiérarchie des combats. Notre combat principal, c'est pas contre la position de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Notre combat principal, c'est contre l'islamisme fondamentaliste et le terrorisme qui est derrière. Et donc il faut savoir hiérarchiser les batailles. Pour finir sur ce dossier, pour vous c'est joué quoi en fait, quasiment. C'est joué quoi ? C'est-à-dire que l'Est de l'Ukraine peu à peu va revenir dans le giron russe et il ne se passera rien d'autre. Mais c'est leur affaire. Bon, alors, évidemment, s'il était là, il dirait que la situation a changé, il retombe. Ah oui, mais là, toujours. C'était il y a 10 ans. Pourquoi il y a 10 ans, il avait raison de dire ça et pourquoi aujourd'hui il dit l'exact contraire, mais il a toujours raison, parce que ces gens ont toujours raison. Ça, c'est la base. Ces gens ont absolument toujours raison. Globalement, il s'est trompé sur tout, globalement, à grands traits, mais ils ont toujours raison. Mais on peut se moquer, Pascal, mais la situation a changé quand même, là. La situation a changé sur 2 points décisifs. Oui, d'abord. C'est ce qu'il vous dira, la situation a changé. D'abord, la Russie. Gouverner, c'est prévoir, il pouvait peut-être l'imaginer. Prévoir l'invasion de l'Ukraine. Parce que je vous signale que le journaliste, il le sait manifestement. Il le sait puisque le journaliste qui lui pose la question, il lui dit, vous savez bien, Pascal. Le journaliste qui pose les questions, il lui dit ce qui va arriver. Il lui dit, donc pour vous c'est fini. Donc il sait. En 2015, on savait. C'est fini. Puisqu'il y avait déjà eu Pardon. Exactement. Là, ce dont on discute à Jeddah ce matin. Oui. Aujourd'hui. En Arabie Saoudite, de quoi discutent les Ukrainiens avec les Américains, c'est justement notamment de la partition et de la sécession de la Crimée et du Donbass. Le Donbass où en 2015, il y avait des petits hommes verts qui étaient en réalité des Russes, qui étaient à l'action contre l'armée ukrainienne. Vous savez, si on remonte, effectivement, depuis 10 ans, il s'est passé 2 événements essentiels. Il y a eu d'une part les Russes qui ont défoncé la frontière ukrainienne, et il y a eu par ailleurs les Américains qui viennent de nous lâcher. Donc ça crée une situation qui est radicalement différente. Mais si vous remontez, effectivement, si vous cherchez dans le bêtisier des déclarations, en 2015, vous en avez une formidable au sein de la commission Attali, d'un garçon qui est plein de talent et plein d'avenir, qui s'appelle Emmanuel Macron, et qui explique à la tablée entière que si vous faites des économies, il y a un moyen très très simple, c'est de supprimer la force nucléaire. Il faut supprimer ce truc qui ne sert à rien, qui ne sert plus à rien. Quand vous êtes en train de vous armer, quand vous essayez de réorganiser votre défense, c'est pas pour l'ennemi d'aujourd'hui, c'est pour l'ennemi d'après-demain. Parce qu'il n'y a pas que les Russes dans les méchants. L'ensemble du monde pratiquement est méchant. Vous avez les Turcs, vous avez les Chinois, vous avez toutes sortes de voisins qui peuvent devenir menaçants, et il est très important d'être armé contre eux. Et c'est une bonne chose qu'on se réarme. Bon, le président ukrainien Zelensky est arrivé hier en Arabie Saoudite, où se tiendra ce mardi une rencontre entre la délégation de Kiev et une équipe américaine. Lors de cette rencontre seront évoquées de futures négociations de paix. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce qui peut se passer aujourd'hui, de ce qui va se passer aujourd'hui? D'abord, on peut espérer que le dialogue soit renoué avec les Ukrainiens d'une manière qui soit fluide. D'accord. Et on peut espérer que le cadre, alors ils arrivent avec une proposition de trêve, on verra. Qui représente l'Amérique? Alors vous avez d'une part Marco Rubio, le secrétaire d'État. Il est flanqué de 2 personnages très importants, qui est d'une part l'émissaire personnel de Donald Trump, qui est M. Witkoff, cet homme d'affaires dans l'immobilier,
qui a fait merveille dans la négociation autour de Gaza. Et puis par ailleurs, vous avez Valls, qui est le conseiller national de la sécurité. Conseiller de la sécurité nationale, pardon. Bon, on peut espérer quelque chose d'intéressant, de concret c'est très important. Très important. Ah oui, c'est très D'accord. important. Bon, parce que mais il faut quand même, c'est pas c'est pas les fantassins qui vont régler le problème. Mais je suis d'accord avec vous, mais Zelensky est prêt à accepter une négociation. Zelensky donne des gages, hein, il a envoyé une lettre au président Trump, il s'est excusé, il est prêt à manger. Il s'est excusé. Ah oui, il s'est excusé, paraît-il, très platement. Il a envoyé une lettre d'excuse pour l'incident du bureau ovale. Donc Emmanuel Macron n'est pas sur la ligne de Zelensky. Bah, écoutez, Zelensky en l'occurrence, se conduit en homme d'État, c'est-à-dire il s'assoit sur sa vanité et son orgueil, et il essaye de faire avancer une négociation. Mais il n'est pas sur la ligne européenne ? Alors, il vient proposer une trêve par étape, donc sur terre et sur mer, parce que c'est facile à vérifier, et puis il essaie d'obtenir des garanties de sécurité, c'est toujours la même histoire. Nous sommes d'accord, mais on pourrait imaginer que l'Europe un jour ne soit pas sur la ligne de Zelensky, que Zelensky accepte une négociation de paix, voilà, et que l'Europe ne l'accepte pas. Un diplomate m'a dit, c'est une sorte de folie à la façon de l'OAS, c'est-à-dire que le donneur d'ordre a changé de politique, mais vous continuez de manière forcenée à faire la guerre contre le FLN, non pas contre le FLN en l'occurrence, mais contre les Russes. C'est un peu ce qui se passe pour les Européens aujourd'hui. Une sorte de dérive. J'ai lu Vincent. Olivier de Lagarde. Je parle sous votre contrôle que les Américains auraient rétabli les renseignements de la CIA envoyés à l'Ukraine. Oui, mais je ne sais pas. En fait, ce qui va être négocié, c'est l'aide américaine à l'Ukraine, quoi. Bon. Oui, notamment. Non, mais c'est plus généralement que ça. C'est la dynamique de paix qu'il faut engager. Bon, tout à l'heure, Charlotte disait, est-ce qu'on peut encore poser des questions ? Eh bien, sachez que pour France Inter, ceux qui posent des questions, j'entendais à M. Cohen, sont taxés c'est des propagandistes. Ah oui. Propagandistes, c'est le terme qu'il a employé. Mais ça fait longtemps, c'était déjà la même chose sur le Covid. Hein. Oui, j'ai l'air obsessionnel, mais, non, enfin, on a eu un bon entraînement. Mais je pense qu'entre le Covid et effectivement le sujet Ukraine, il y a une différence de degré, mais pas de nature. En fait, c'est les mêmes reproches et les mêmes réactions, ce qui est plutôt logique d'ailleurs. Bon, et c'est même la même chose qu'à la présidentielle, que pendant la campagne. Hein. Oui. Ça, si on reprend, c'est extrêmement signifiant. Par ce sujet, absolument. Richard Millon, sur ce sujet, Charles Millon. Oui. C'est Richard Millet et Charles Millon. Et Charles Millon était ce matin avec Sonia Mabrouk. Je le salue d'ailleurs, Richard Millet. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas. Ah oui, Richard. Et Charles Millon. Je salue tout le monde. Il était chez Sonia Mabrouk et je vous propose de l'écouter. On fait de la diplomatie spectacle maintenant. Et je me tourne vers le président de la République pour lui dire d'arrêter, parce que la diplomatie spectacle, c'est pas de la diplomatie. La diplomatie, c'est discret, c'est secret, et ça permet en fait d'arriver à des solutions. Là, on est en train en fait d'utiliser des événements qui sont des événements graves pour pouvoir poursuivre d'autres objectifs, et en particulier, j'allais dire, remettre en selle un président de la République qui avait été très abîmé par la dissolution et par son passage à la tête de l'État depuis la dissolution. Je crois qu'en fait, qu'aujourd'hui, il faudrait rappeler au président de la République qu'il y a des dossiers qui sont plus importants que de faire du spectacle diplomatique. Bon, alors, propagandiste peut-être, monsieur Charles Millon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien là, il y a une sorte de fracture journalistique et fracture entre des journalistes de service public et pourquoi pas d'autres. Jeudi soir, France 2 va faire une émission, ça va être intéressant d'ailleurs de voir l'audience. Bien sûr. On va voir si vraiment... Un casting intéressant quand même. Le titre, donc on a déprogrammé une émission, La France face à la guerre. C'est magnifique. Avec le ministre des Armées. Avec le ministre des Armées. La France face à la guerre. France 2, France Télévisions. Après, imaginez... Non mais, c'est les vieilles recettes, on dirait vive la crise avec Yves Montand. Oui, mais c'est les vieilles recettes, ils ne changent pas. Non mais c'est extraordinaire. On accuse sur des sujets... Non mais c'est à chaque fois les mêmes recettes. On accuse sur des sujets extrêmement graves. Pourquoi pas notre émission de faire peur parfois lorsqu'on parle de la sécurité, de l'islam radical et d'attiser les haines et les peurs. C'est ce que j'ai entendu depuis 10 ans que nous faisons cette émission. Bon, et là...
vous avez une émission de service public qui s'appelle La France face à la guerre. Mais il y a quand même des voix dans cette émission qui ne seront pas forcément les plus alarmistes. Il y aura notamment, je crois, Jean-Luc Mélenchon, dont la position est nuancée. Mais j'entends bien. J'entends bien. Je souligne déjà, simplement. c'est révélateur. Si pour avoir si pour avoir une position nuancée, on présente Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire quel crédit on donne aux gens qui sont dans la nuance. Bon, écoutons Emmanuel Macron hier soir, à la fois sur la Moldavie, puisqu'il recevait hier une délégation moldave. La présidente. Écoutons-le, c'était hier à l'Élysée. N'arrête pas. Eh oui. La France s'est pleinement mobilisée aux côtés de l'Ukraine ainsi que de nos alliés européens en faveur de l'obtention d'une paix solide et durable, adossée à des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine. Et c'est tout le sens des travaux que nous avons menés en Européens et avec les États-Unis ces derniers jours et ces dernières semaines. Sur ce chemin difficile mais nécessaire, il est évident que le soutien de court terme et tout le soutien pour que l'Ukraine soit en bonne position est indispensable. Depuis 3 ans, votre pays subit de plein fouet les conséquences humaines et économiques de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. La Moldavie, dont l'espace aérien est régulièrement violé par des drones et missiles russes, doit également faire face à des tentatives russes de plus en plus désinhibées de déstabilisation, ciblant en particulier les institutions démocratiques de votre pays. Nous avons décidé de renforcer encore notre coopération pour accroître la résilience de la Moldavie vis-à-vis des ingérences étrangères. Je connais pas la télévision moldave, mais eux, ils pourraient faire une émission, la Moldavie face à la guerre, en tout cas. Parce que eux, ils sont véritablement en première ligne. Autant, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on parle de menaces existentielles, pour la France, ça manque vraiment de nuances. Autant pour la Moldavie, c'est vrai. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ce climat. Et je pense pourquoi ce climat, c'est l'élection de Trump qui a tout changé. Donc, on préfère imaginer Trump, Poutine comme adversaire à la France pour empêcher, pourquoi pas, que les peuples en Europe fassent que l'Amérique... Non mais attendez, c'est Trump qui lâche l'Europe quand même. Oui, mais attendez, le monde... Trump est inquiétant, Poutine est inquiétant, Macron est inquiétant. Et le monde est inquiétant. Alors après, il y a peut-être des hiérarchies. Je pense qu'effectivement, Donald Trump est très inquiétant. Je pense que Vladimir Poutine, comme tout le monde d'ailleurs, ce que je dis là, je pense que tout le monde. Il y a beaucoup d'Européens qui pensent aussi que les institutions européennes sont très inquiétantes. Oui, mais il y a une hiérarchie. Et elles sont pas élues. Quel est le plus inquiétant ? Elles sont pas élues, contrairement à Donald Trump. Oui, mais quel est le plus inquiétant ? C'est-à-dire dans la hiérarchie. Dans le monde, il y a beaucoup de monde. Quel est le plus inquiétant ? Donald Trump, Vladimir Poutine, les institutions européennes ? Ce qui est le plus inquiétant, c'est les irresponsables qui font semblant. Et qui fait semblant ? Écoutez, il a parlé de la Moldavie. C'est pas nouveau. La Transnistrie, c'est-à-dire une bonne partie du pays est occupée depuis plus de 30 ans par une force, a déclaré son indépendance, et est occupée par une force de russophones, russophiles, et de gangsters aussi d'ailleurs, qui gèrent cette grande région de la Moldavie, en plein cœur du pays. C'est pas nouveau que la Moldavie a la Russie à la fois comme suzerain et comme voisin. Et aujourd'hui, elle est indépendante, elle cherche à se rattacher à l'Europe, mais je veux dire, quand j'entends le président expliquer que la France se tient aux côtés de la Moldavie, qu'elle résiste aux tentatives de déstabilisation que la Russie, franchement, on découvre la Lune. Il y a une espèce de grand branle de la guerre avec une posture martiale qui résiste mal à l'analyse. Et je dis ça un matin où 31 chefs d'état-major ont rendez-vous à l'Élysée. Vous vous rendez compte, 31 chefs d'état-major, c'est tellement d'étoiles de généraux. C'est la Voie lactée qui a rendez-vous ce matin à l'Élysée. Tous ces chefs d'état-major réunis par le président pour penser justement à qu'est-ce qu'on va faire face à la Russie. C'est l'OTAN sans les États-Unis. Vous vous rendez compte ? Bon. Vous vous rendez compte ? Non mais j'entends bien, mais... Avec le Turc, avec le Canadien. J'entends. C'est surtout qu'ils aient accepté de... Tous les chefs militaires sont à l'Élysée ce matin. Oui, mais j'entends Vincent, mais... Et vous avez l'air de douter du danger. Et je perçois votre ironie et je perçois en même temps combien cette ironie parfois est pointée du doigt, forcément, puisque ce que vous nous dites en sous-texte... Les réponses aussi sont des réponses de propagandistes, il n'y a pas que les questions. Non, mais elles sont pires. Ce que je vois dans le sous-texte, c'est que vous dites que tout ça est exagéré.
Bien sûr. Il y a une forme d'urgence. Qu'il faille réarmer la France. Que la Russie nous pose un problème de défense, c'est une évidence, parce que ils vont menacer à terme, ils risquent de menacer l'Estonie, qui est notre allié. Eh ben, vous êtes une autruche. Pour non, je veux une autruche. Voilà. Il y a une menace, il y a un problème, il y a un vrai problème. Il faut le désarmer, désamorcer plutôt. Bien sûr.